image du plan guide de l'époque, en 2D. Nous, on a préféré repartir de la maquette 3D, à la fois pour commencer à travailler et pour pouvoir communiquer de manière un peu plus simple sur l'évolution du projet, parce qu'en fait, il a connu ce plan guide des évolutions depuis 2011. Au départ, sur cette maquette, on voit qu'il y avait ce que vous avez aujourd'hui, ce que vous connaissez aujourd'hui sur les premières opérations, l'idée de marquer une nouvelle entrée de ville avec un front bâti, avec des hauteurs qui pouvaient aller de R+5, donc j'entends 5 étages sur rez-de-chaussée, à R+7, qui permettait ensuite donc, de marquer le début donc, de cette entrée de ville avec l'aménagement de la place de l'hôtel de ville et la création d'un grand mail piéton, la promenade des sports, qui a été aujourd'hui amorcée, et qui permettait de rejoindre l'esplanade liée au boulodrome et toute la poche ici d'activités liées au centre commercial. Une première intention assez forte sur cet axe-là, et dans la répartition des densités, finalement on a un cœur de ZAC qui était plutôt bas, c'est-à-dire on était sur du R+4 maximum, avec des petites densités, des bâtiments qui étaient assez morcelés, en lien peut-être avec ce qui existe aujourd'hui au niveau de la halte garderie et de l'hôtel de ville. Et à l'inverse, une frange à la fois en lien avec le Val-Fleury, la rue Kléber et le cimetière, une frange assez dense, que ce soit en termes de linéaire, de hauteur, puisqu'on retrouvait des bâtiments qui étaient à R+6 côté Val-Fleury et Briibou, qui reprenaient un peu certains gabarits qu'on avait déjà dans les années 70-80, donc évoqué tout à l'heure. Et ensuite, en passant la rue Richelieu pour aller sur la rue Kléber, des formes d'îlots, alors plus ou moins ouverts sur les espaces publics, et avec à chaque fois une enceinte bâtie assez importante, à la fois linéaire et en hauteur. On retrouvait du R+5 et du R+7 sur cet axe-là de la promenade des sports qui vient un peu comme ça finir le fond de perspective qui vaut après sur les Vosges. Et côté cimetière, un cœur d'îlot, pareil, assez ouvert sur les différents espaces publics, où on retrouvait des hauteurs maximales R+6. Premier plan guide, 2011. Première évolution, au stade de 2016 à peu près, où là, donc, il y avait une volonté de retrouver plutôt cette logique d'îlot fermé, qu'on peut voir ici avec une composition plus homogène à l'échelle de toute la ZAC, où on retrouvait donc de nouveau la promenade des sports qui était très affirmée en termes de linéaire et de front bâti, des îlots en lieu et place, enfin un îlot en lieu et place notamment de la halte garderie, plutôt à R+4, un nouvel îlot à R+5 qui attenant à ce qu'on connaît aujourd'hui qui est le parking silo, puisqu'on ne l'a pas forcément évoqué, mais aussi l'idée au démarrage de la création de cette ZAC, c'était d'avoir un quartier sans voiture, donc plutôt que de privilégier le map de stationnement en aérien ou le niveau de sous-sol sous le bâtiment, on a créé ce parking silo pour aussi pouvoir alimenter en place de stationnement tout le quartier. Donc voilà, cet îlot ici, R+5, une réserve foncière au niveau de l'école du Préibou qui est à préciser, à définir, et de nouveau, en passant la rue Richelieu, deux îlots qui se ferment un petit peu plus sur celui-ci. On était voilà, sur des hauteurs assez similaires, de R+5 à une petite surhauteur en R+8 ici, mais voilà, plutôt une hauteur R+5 et R+6 sur ces deux îlots. En 2019, en lien avec du coup, la construction notamment du projet aujourd'hui que vous connaissez de GCC, deux évolutions majeures. Là, le maintien de la halte garderie, en lieu et place du demi-îlot qui est ici. Donc on retrouve une partie de l'îlot qui est maintenu et son reliquat en termes de surface qui est aujourd'hui construit entre l'école et cette opération-là, qui elle a connu une hauteur un peu plus conséquente et un front bâti plus urbain sur la rue Richelieu en R+7, tout un travail de gradinage, on peut appeler ça comme ça, pour retrouver du R+1 et R+2 plutôt dans la logique, encore une fois, des hauteurs et des gabarits présents historiquement avec l'hôtel de ville et la halte garderie. Ce qui nous amène à 2020, où voilà, la ZAC connaît un temps d'arrêt. Là, ce que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est la maquette avec les 4 opérations de la tranche qui ont été réalisées. Je vais passer le micro à Emmanuel. Par rapport au slide qu'on vous a
RL 2020. Donc il y a 37 000 m² qui ont été construits sur les secteurs 1 et 2 de la ZAC. Donc à ce jour, il nous reste 46 000 m² à construire dans le périmètre de la ZAC. Comme toute opération d'aménagement, ceci nécessite un équilibre financier entre les dépenses et les recettes. Donc la recette attendue à ce jour prévisionnel est de 21 850 000 € en taxes pour 46 000 m² de SDP. Donc sur la slide précédente, vous avez vu plus de 20 millions d'euros, et là on est juste sur les recettes liées à la vente de terrain. On n'est pas sur, là par exemple on vient d'acheter la médiathèque pour 1 200 000 € hors taxes. Ces 1 200 000 € hors taxes sont à rajouter aux 21 qui ne viennent pas en déduction. Donc c'est presque 24 millions d'euros de recettes directes qu'il faut trouver pour pouvoir équilibrer l'opération. Nous, quand on est arrivé aux commandes en 2020, on s'était engagé à travailler sur ce sujet et surtout à ne pas se précipiter. Donc du coup, la première chose qu'on a fait, et je pense que vous l'avez tous constaté, c'est qu'on a tout arrêté, de manière à pouvoir réfléchir. On a du coup stoppé tous les permis possibles et les discussions qu'il pouvait y avoir avec des promoteurs. C'était pas une mince affaire, mais c'est quelque chose qu'on a fait. Ça nous a permis de nous positionner, de faire appel à un avocat spécialisé pour savoir en termes juridiques quels étaient les risques financiers pour la collectivité si on arrêtait tout, parce que ça a été une possibilité. Et c'était une possibilité qu'on a dû malheureusement, ou heureusement, parce que dans la salle il y a des gens qui sont pour l'urbanisation, d'autres qui sont contre. En tout cas, on ne va pas rentrer dans ce débat-là ce soir, mais l'idée c'est de se dire est-ce que c'était possible? En tout cas, de manière raisonnable, c'est pas possible. D'arrêter l'opération en 2020, c'était plus de 11 millions d'euros de dépenses pour la collectivité. Pour vous donner une petite idée, c'est plus que l'encours total de la dette de la commune. Donc c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas se payer. Donc à partir de ce moment-là, on a essayé de réfléchir à plusieurs choses. Et avant d'avancer, on a dit, bon, ben, on prend un vrai temps d'arrêt. Vous voyez, 2020, on est en 2024 aujourd'hui. Et pendant ce temps, on a essayé de travailler. On a notamment échangé avec les habitants. Certains d'entre vous ont eu l'occasion d'échanger avec nous, soit dans nos commissions, soit en comité de quartier, soit sur le marché. Je rencontre des habitants sur le marché. Dans nos mairies mobiles, j'ai eu énormément de rendez-vous avec les habitants. Et Mme Norman et M. Gréau, que j'ai su ce soir, en ont fait aussi pour répondre à des questions. On est toujours disponible pour répondre à vos questions. On n'est pas obligé d'attendre une minute pour le faire. Donc on a échangé et les gens nous ont fait part d'un certain nombre de craintes, de réalités, notamment sur des attentes. J'ai des habitants qui m'ont dit c'est très bien, monsieur le maire, d'urbaniser tel que le projet a été défini. Je rappelle que c'est quelque chose qui a été initié, vous l'avez vu en 2011, signé en 2011, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été nourri de réflexion bien avant le mandat de 2008-2014, donc on remonte à un mandat 2001-2008. Et du coup, les habitants nous ont fait part d'un certain nombre de demandes, d'attentes. Nous, on s'était engagé aussi à certaines choses. On s'était engagé à maîtriser l'urbanisation sur la commune. Et la première des choses qu'on a fait, qui a pris presque 2 ans, parce qu'administrativement ça prend du temps, c'est modifier le PNU. On a souhaité modifier le PNU. Rappelez-vous, en 2020, on sort du Covid, on commence à voir fleurir des projets immobiliers un peu partout sur la commune, dans des zones résidentielles, dans certains lotissements, avec des hypothèses de petits collectifs à R+1, R+2, R+3, même jusqu'à R+4 dans certains quartiers. Et ce qu'on a souhaité faire, justement, c'est modifier le plan local d'urbanisme pour ne plus pouvoir permettre de construire des logements collectifs n'importe où, au prix fort, parce que du coup, les promoteurs venaient frapper à la porte des habitants. Certains d'entre vous, ici présents, je les reconnais, ont eu ce genre de sollicitation avec des promoteurs qui proposaient des fois 30%, 40%, 50% de plus que la valeur d'une maison, et on pouvait raser une maison, 2 maisons et construire un petit immeuble. Ça, aujourd'hui, c'est plus possible. Je vous invite à aller voir sur le site de la mairie, il y a un plan local d'urbanisme qui est intercommunal et qui du coup
géré à l'échelle de Grand Chambéry. C'est la mairie qui a fait les demandes de modification. On ne peut plus construire en zone pavillonnaire de logement collectif. On est même allé au-delà de ça. Aujourd'hui, dans les zones pavillonnaires hors sur le centre-ville, où on a un plan d'aménagement qui est bien défini et qui est historique, hein, avec les orientations d'aménagement programmées, c'est-à-dire des zonages qui avaient été fléchés, on a même baissé la densité. C'est-à-dire que là où on pouvait construire minimum 40% d'emprise au sol, sur un terrain de 1000 m², on pouvait construire 400 m² au sol. Aujourd'hui, vous pouvez construire plus de 25%, soit 250 m² au sol. Ça permet aussi de lutter contre la bétonisation de notre commune. Ça permet de laisser des espaces de pleine terre dans les quartiers pavillonnaires. Dans un lotissement, vous connaissez les lotissements de Haravoir qui sont des années 70 pour certains. On a des parcelles de 1000 m², une maison qui fait 120 m². Et aujourd'hui, on se rend compte que malgré ça, il y a quand même d'autres maisons qui se greffent. Et bien avant, sur 1000 m² et un terrain de 120, on pouvait mettre 2 voire 3 maisons de plus. Aujourd'hui, c'est 1 voire 2 grand maximum. Donc, on a limité au maximum de ce que la loi nous permet de faire, parce qu'il n'y a pas d'autre zonage qui existe. C'est le moins permissif. Idem sur les hauteurs. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus construire dans ces lotissements plus haut que la hauteur d'une maison. Donc, il peut y avoir des projets, mais par contre, ça ne peut pas dépasser plus haut qu'une maison. Pour pouvoir mettre ça en place, au niveau administratif, il nous a fallu 2 ans. On a démarré tout de suite, et avant que ce soit voté à Grand Chambéry, c'est 2 ans. Pendant ces 2 ans, on a vu énormément de promoteurs qui sont venus nous proposer énormément de projets. Et je pense que vous pouvez constater qu'il y en a peu, voire presque pas, qui sont sortis de terre. On n'a pas eu de nouvelles crues installées sur le centre-ville depuis qu'on arrive. La deuxième chose qu'on a souhaité faire, c'était de donner de la vie et de mettre de la vie dans la commune.